Bonjour à toutes et à tous, Valentin Froid avec vous pour ce dernier point de marché de la semaine. Nous sommes le vendredi 29 juin 2018. Aujourd'hui, nous attendons l'inflation de la zone euro et l'indice PCE Core, donc c'est également l'indice d'inflation de référence de la Fed du côté des États-Unis pour aujourd'hui. Et sachez également que ce soir, il y aura la clôture hebdomadaire, mais également mensuelle, trimestrielle et semestrielle sur les marchés. Donc ça sera l'une des plus grosses clôtures euh, de l'année avec celle de fin d'année. Donc voilà, ça va être une grosse clôture et on va probablement avoir une rotation de portefeuille dès lundi. Donc c'est possible qu'on ait des mouvements assez euh, assez importants sur les marchés dès lundi et dès ce soir. Voilà, donc soyons prudents au niveau de cette information parce qu'on pourrait avoir l'équivalent, vous savez, d'une carte sorcière où parfois il y a une grosse bougie baissière, et bien ça peut être ou haussière, et bien ça peut être globalement pareil. Voilà, alors comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous Thierry, j'espère que vous allez bien, Edgy que je sais également, Raymond de même, j'espère que vous allez très bien, Raymond son et image, ok, bien écoutez, c'est parfait, merci. Qu'est-ce que tu appelles rotation de portefeuille? Bien c'est tout simplement, voilà, vous savez que euh, quand je dis rotation, enfin quand on dit rotation de portefeuille, c'est de toute façon les portefeuilles sont gérés, gérés selon une certaine pondération. Il y a des valeurs qui surperforment, d'autres qui sous-performent, et au fur et à mesure du temps, eh bien, votre portefeuille, il n'est plus pondéré de la même façon que lorsque vous l'avez pondéré pour la première fois. Donc, il y a une rotation, il y a une voilà réallocation des portefeuilles, une rotation également parce que forcément, s'il y a des valeurs qui ont sous-performé, eh bien, les portefeuilles font les délaisser pour se mettre sur les sous-performeurs. Donc voilà, on appelle rotation de portefeuille le fait de réallouer des fonds et voilà, tout simplement tout ce qui est money management. Bonjour à vous Ramsey, j'espère que vous allez bien également. Euh, donc voici le briefing d'actualité, c'est un petit peu light ce matin. Concrètement, cette nuit, on a les dirigeants européens qui ont trouvé un accord sur l'immigration en Europe, qui devrait consister à la création de nouveaux centres pour le logement et le traitement des demandeurs d'asile dans les pays européens. Nous n'avons pour le moment aucune autre précision que ce que je viens de vous indiquer. On n'a pas de précision si est-ce que tous les pays vont se répartir l'immigration. Ce qu'on sait, c'est que tous les pays ne sont pas d'accord, mais on aurait un accord quand même trouvé. Au niveau de la Chine, eh bien, le régime a assoupli hier les restrictions sur les investissements étrangers dans plusieurs secteurs allant de l'agriculture à la banque. Ces nouvelles règles entreront en vigueur dès le 28 juillet et lèvent les limites d'investissement dans le secteur tels que les banques, l'automobile, l'industrie lourde et l'agriculture. Par exemple, pour tout ce qui est banque, assurance, jusqu'à aujourd'hui, les limites d'investissement, c'était, enfin, des acquisitions étrangères dans les entreprises chinoises, c'était 20%. Et ça va passer jusqu'à 50, ça va passer à 51% jusqu'à 2021. Et normalement, à partir de 2021, il n'y aurait plus cette barrière. Donc voilà, on a vraiment un levé des tout ce qui est restrictions des investissements étrangers. Maintenant, attention, la Chine reste quand même un pays qui gère énormément les capitaux, que ce soit l'entrée ou la sortie des capitaux de la Chine. Donc oui, il y a un assouplissement dans ce contexte de guerre commerciale. Eh bien, ça rassure les marchés. On va le voir dans un petit instant, mais on a l'AUD qui bondit, enfin qui a bondi cette nuit. On a également eu le NZD, on a eu toutes les devises qui étaient sous pression, eh bien qu'on pu rebondir. Maintenant, ça n'empêche pas le fait qu'il y a eu des menaces tarifaires entre les États-Unis et la Chine qui devraient entrer en rigueur le 6 juillet, donc c'est vendredi de la semaine prochaine. Et si on a un point de vue macro, d'un point de vue macro, on a eu la croissance du PIB américain qui est ressorti à la, enfin, qui a été révisé à la baisse à 2% contre 2,2% précédemment. Le taux d'inflation en Allemagne qui a ralenti comme prévu à 2,1% contre 2,2% le mois précédent. Et enfin, le taux de chômage au Japon qui est à son plus bas depuis 1992 à 2,2%, ce qui est extrêmement bas.
Maintenant, ça n'a pas empêché la baisse du yen ce matin. Pourquoi? Bien comme je vous le dis, c'est parce qu'on a le marché qui a relâché la pression. Étant donné que le marché était focus sur le yen euh, compte tenu des tensions commerciales, le fait que la Chine a assoupli ses comment dire restrictions euh, permet au marché de spéculer sur peut-être, enfin, sur de meilleures perspectives commerciales entre les États-Unis et la Chine, et donc vente du yen et achat l'AUD, le CAD, etc., etc. Et on a également l'achat de l'euro, parce qu'on a pu cette crise, enfin, la crise en Europe s'est nettement diminuée, crise sur l'immigration. Donc hier, on a eu une légère hausse, pardon, du Dixie, je ne sais pas pourquoi il est en rouge, légère hausse du Dixie, on a eu un rebond des marchés actions, notamment guidé par les bancaires et également les techs bancaires grâce à la détente du rendement du 10 ans, plus 2 points de base, ce qui veut dire que on a eu un marché obligataire vendu hier. Et donc concrètement, de l'appétit pour le risque. Et ce matin, on a le yen en baisse, le gold en hausse, l'or en hausse parce que le dollar est en baisse, le Nikkei en hausse et le Hang Seng en hausse. Donc on a plutôt de l'appétit pour le risque. On pourrait avoir une hausse des marchés actions européens, plutôt limitée par contre parce qu'on a quand même une forte hausse de l'euro. Donc voilà, affaire à suivre. Et au niveau du calendrier économique, donc comme je vous l'ai dit, 11 heures IPC core de la zone euro attendu à 1%, donc en baisse par rapport au mois précédent. Le PIB canadien à 14h30 et dans le même temps l'indice PCE Core qui est, je vous rappelle, l'inflation l'indice d'inflation de référence de la Fed et qui est attendu en hausse à 1,9%. Alors, au niveau des tendances, regardons un petit peu l'euro, l'AUD haussier. L'euro, alors c'est pas grâce à la Chine, hein, c'est grâce à l'accord qu'il y a eu entre les leaders européens. Mais sinon, on voit l'AUD qui était le plus sous pression, qui est le plus affecté par les tensions commerciales, et la devise qui rebondit le plus ce matin, avec donc CHF, franc, CHF, GBP, NZD, CAD. Et à l'inverse, USD Yen, les deux devises refuge dans ce contexte de protectionnisme américain, eh bien, sont en baisse. Est-ce que c'est un inversement de tendance? Je ne pense pas. Je pense que voilà, c'est une bonne annonce, que le marché intègre au prix, mais est-ce qu'en soi, ça annule toutes ces tensions commerciales? Non. Non, ce que souhaite Donald Trump, c'est de réduire la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc, le fait que la Chine assouplit sa politique sur les investissements étrangers va permettre enfin, va permettre en soi d'améliorer comment dire, les échanges, mais ne va pas contribuer à la baisse à la baisse de la balance commerciale, parce que c'est que des investissements en Chine. Donc la Chine soit produira plus de services, soit produira plus de produits. Mais les États-Unis ne vont pas exporter plus parce que la Chine a assoupli sa politique des investissements étrangers. Donc voilà, pour moi le problème de fond reste présent. Et c'est pas parce qu'on a ce bond en fin de semaine qu'on a un inversement de tendance. Donc Dixie, on le voit, échec sur 95 points, forte baisse à cause des chiffres décevants du PIB. Vous voyez que la baisse elle a commencé hier. Donc le PIB US. Alors c'était par ici. Décevant PIB US ici 4 heures du matin. Donc c'était l'accord des leaders européens. Donc Donald Tusk qui avait tweeté à 4h30. Donc là on a eu l'accord sur la migration en Europe. Et vous voyez que ça a fait payer l'euro et donc fait baisser le Dixie. Étant donné que l'euro-dollar compte 56% dans l'indice Dixie. Pour ceux qui ne savent pas, le DXY c'est un indice, hein, comme le Dow Jones l'est, ou le S&P ou le CAC. Sauf que le Dixie est composé de devises et non pas d'actions. Voilà, donc DXY en baisse. Le premier signal baissier, outre le repli sous les 95 points, serait, vous voyez, le franchissement de cet oblique qui vient chez tous les plus bas depuis le début du bull market. Voilà, donc si on a une cassure de cette oblique, eh bien ça sera un signal baissier et on pourra envisager un retracement de 50% de cette tendance. Et donc vous voyez un retour vers les 92 points. Mais en tout cas pour le moment, de toute façon, tant que l'euro dollar tient les 1,15, et vous voyez qu'il a rebondi dessus, tant qu'il tient les 1,15,
ça peut être un niveau de support qui se paye, mais on n'a pas de niveau de, on n'a pas de signaux d'achat. Donc, voilà, faut être très prudent sur les positions quand vous achetez des supports. C'est assez risqué, étant donné que c'est généralement du contre-tendance. Mais bon, en tout cas, on a l'euro qui est haussier. Première résistance de court terme est à 1,1680 pour l'euro dollar. 1,1680, c'est la première résistance majeure. Et là, vous voyez que l'euro repart en baisse. Repart en baisse. Alors, je ne sais pas si on a eu des mauvaises statistiques, calendrier économique. Vente au détail allemand. Donc, non, on n'a pas eu de statistiques pour le moment. Donc voilà, l'euro en légère baisse après ce bond. Donc c'est normal, de toute façon, il y a une correction à chaque fois. Quand on a des bougies aussi euh, avec autant de volatilité, il y a généralement un retracement. Comme quand vous regardez le NFP, c'est rarement le déclencheur d'une nouvelle tendance. Un NFP, c'est un mouvement qui est ensuite corrigé les heures qui suivent. Donc euro qui a probablement fait comment dire son point haut en intraday, à part si on a une inflation core de la zone euro qui est au-dessus de ce que prévoit le consensus à 1%. Le GBP USD, c'est pareil, donc a profité de la baisse du dollar pour rebondir. Retour à 1,31. Vous voyez que le GBP USD, alors le GBP USD, donc c'est en journalier. Le GBP USD trouve un bon niveau de support à 1,30. Donc voilà, puissant niveau de support à 1,30, ça correspond également à, il me semble, à 50% de retracement de cette tendance. On regarde cela. Pardon, 61% de retracement. Donc comment dire, GBP USD, point d'achat à 1,30, comme l'euro dollar l'est à 1,15. Sauf que le GBP USD a une divergence haussière, alors que l'eurodoll en daily, ah, il y en a une aussi a priori. Non, il n'y en a pas. Alors, il n'y a pas de divergence haussière sur l'euro dollar. Par contre, il y en a une sur le GBP. Le GBP, on a des points bas, des creux de plus en plus hauts sur le RSI, alors que les creux sur le prix sont de plus en plus bas. Sur l'eurodoll, vous voyez que le creux d'ici est plus bas que le creux du 20 juin ou de cette semaine, tout comme le prix. Donc on n'a pas de divergence entre prix et momentum sur l'euro dollar, alors qu'on en a une sur le GBP USD. Le NZD donc rebondit ce matin. Vous voyez toutefois que on a un rebond qui est légèrement corrigé depuis maintenant 2 heures. Donc voilà, faut bien comprendre que le dollar a été affecté par l'accord sur l'immigration en Europe. Donc forcément tous les paires majeures ont inversé leur tendance qu'on connaît depuis le début de la semaine cette nuit. Mais voilà, on a une reprise de la tendance de fond, forcément étant donné que on corrige l'excès de cette nuit. Donc NZD-USD, on reste dans une tendance baissière et fondamentalement, comme je vous l'ai dit, le fait que la Chine a assoupli sa restriction n'empêche pas le fait qu'on est dans une situation de tension commerciale et que donc le dollar et le yen sont des devises refuge dans ce contexte, surtout le yen. Le SD-CAD, c'est pareil. Vous voyez que le SD-CAD, bon, on a le PIB canadien cet après-midi. On a une divergence baissière. On a une divergence baissière, donc ça peut être très intéressant si on a le RSI qui franchit 50. Si on a le RSI qui franchit 50, signal baissier sur le SD-CAD. USD-CHF, retour à la parité, stratégie vendeuse. Donc vous voyez, euro-dollar à 1,15, GBP-USD près de 1,30, USD-CHF à la parité, USD-Yen sous cette oblique qui achète tous les plus hauts depuis le mois de mai. La UD-USD, je vais pas regarder sur support qui a corrigé enfin, vous voyez 61% de ce long bull market. Donc voilà, on a concrètement le dollar qui était sous résistance hier et dont le Dixie illustre très très bien. Vous voyez, deuxième test des 95 points hier, nouvel échec. Et si le RSI franchit 50 et le prix cet oblique, là on pourra réellement
interpréter un inversement de la tendance du dollar. Et pour le moment, c'est vraiment, je pense, beaucoup trop tôt pour vraiment voilà, vendre le dollar. Oui, on a un beau chandelier baissier, mais bon, on n'a pas encore de signaux, tout simplement. Mis à part cette divergence qui n'est pas encore vraiment exploitable tant que le RSI n'a pas franchi 50, nous n'avons rien d'autre sur Dixie. On n'a pas de shooting star, on n'a pas de marteau inversé, on n'a pas de pendu, on n'a rien du tout. Que ce soit en journalier ou en 4 heures. En 4 heures, vous voyez qu'on nous n'avons rien non plus. Donc voilà, tant que le prix n'a pas émis de signal baissier, parce que au final, ce qu'on traite, c'est pas le momentum, mais c'est le prix. Donc, tant que le prix est orienté à la hausse et ne met pas de signaux baissiers, eh bien, c'est compliqué de le vendre. Et vous voyez que le prix évolue également au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Donc, moyenne mobile à 20 jours, oblique en bleu, c'est deux niveaux de support, deux premiers supports qui pourraient signaler une baisse s'ils sont franchis. Donc pareil, il a eu des yens, tout comme le dollar, pas pour la même raison, mais le dollar, le yen respire, est vendu ce matin. Vous voyez que ici on a le yen qui est vendu parce que on a eu ces restrictions commerciales et donc ça atténue les perspectives négatives des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc forcément l'AUD a rebondi, regardez en une heure, on a le rebond. Maintenant on reste quand même dans le range de la semaine. Vous voyez que cette semaine c'était finalement un parfait range trading. Hein. Techniquement, c'était très très propre. Hein. Donc là, on a la tendance de la semaine dernière. Ça, c'est vraiment la période de la semaine dernière. Et si on étend, vous voyez que c'était la même chose. À quelque chose près, vous voyez, à quelques pips près, on avait le même range trading. Donc, ça fait 2 semaines que le yen consolide concrètement entre 80-90 et, on va dire, 81-60. Donc voilà, ces deux bornes qui, tant qu'elles ne sont pas réellement dépassées, sont possibles à trader. Donc, on a cette zone et cette zone de prix. Voilà, donc pour des stratégies de comment dire, des stratégies de day trading, même de swing, c'est tout à fait possible de trader ce range. Voilà, donc achat sur ce support, vente à cette résistance. Donc là, vraiment, la UDN, je pense qu'il a un niveau de prix très intéressant à vendre. En 15 minutes, on a une divergence baissière. Donc voilà, honnêtement, à UDN, là, on a un beau signal baissier jusqu'à 81. Donc il y a à peu près 70 pips de baisse à aller chercher selon moi. AUD yen, pareil, tout ce qui est CAD yen, NZD yen, les tendances se sont inversées depuis cette nuit, étant donné que, bah, comme je vous l'ai dit, on a eu un assouplissement des restrictions sur les investissements étrangers en Chine. Donc voilà, CAD yen respire, le CAD soutenu par le pétrole, le NZD, excusez-moi, respire également. On a un pullback à 75, donc il y en a qui en verront une opportunité pour le vendre, d'autres qui voudront l'acheter jusqu'au plus haut. Alors faut pas oublier que la tendance, enfin jusqu'au plus haut, jusqu'en haut du canal. Hein. Par contre, faut pas oublier que la tendance elle est baissière. Le prix est sous sa moyenne mobile à 200 jours. Le prix est également dans un canal baissier. Et le momentum, il est bearish. Alors certes, il arrive dans sa zone d'excès, mais ça ne veut pas dire parce qu'il arrive dans une zone d'excès qu'il va rebondir. Enfin, qu'on doit l'acheter. La probabilité de rebond augmente, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va avoir le rebond immédiatement. Donc NZD Yen, stratégie acheteuse, pourquoi pas, mais vraiment, faut pas s'attendre à un bull market. Je pense que anticiper un retracement de 50%, vous voyez, de cette distance, peut être envisageable. Donc 50%, 50% donc de cette tendance fait 76-18. À peu près 76-18.
Je pense que c'est le maximum qu'on peut s'attendre sur le NZD Yen. Regardez un petit peu ici, précédente tendance, correction de 50-60%. Précédente impulsion, correction de 50-60%. Précédente impulsion, correction d'un peu plus 60%. Et ici, donc, point bas, point haut, un peu plus de 60%. Donc vous voyez que finalement, sur la NZD Yen, les retracements, enfin, les récents retracements, se sont faits d'une hauteur de 60%. Donc finalement, point bas, point haut, point bas. Si on estime qu'on a fait le point bas, bien évidemment, retracement à 76,60, qui est possible. Voilà, donc pour la NZD Yen, concrètement, c'est inversion des tendances qu'on a connues depuis le début de semaine. Donc, en clair, l'euro haussier, GBP haussier, AUD haussier, NZD haussier, CAD haussier. Et à l'inverse, USD baissier et Yen baissier. Par contre, est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies? Eh bien, mis à part l'AUD Yen intraday, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Regardons un petit peu l'euro GBP. L'euro GBP qui est sorti de son range. Voilà, donc finalement, il en est sorti. Il en est sorti. Par contre, vous voyez qu'il teste son prix de prix de clôture de 2017. Après avoir dépassé sa moyenne mobile à 200 jours. Il teste également le haut de son canal. Donc je veux dire que la perspective à court terme, elle est plutôt baissière. Maintenant, c'est pareil, on n'a pas encore de signaux baissiers. En H4, on n'a pas de divergence. Donc voilà, aujourd'hui, on ne devrait pas avoir de signaux baissiers. Par contre, lundi, on aura eu le temps d'avoir quelques chandeliers H4, peut-être une divergence. En tout cas, si on en a une, honnêtement, ce sera le trade probablement de la semaine parce que voilà, prix qui est en haut de son canal dans lequel il évolue depuis près d'un an et en plus pullback au prix clôture de 2017, là on a quand même un niveau de prix très intéressant. Donc si on a une divergence, ça serait parfait. Une divergence sur du H4, ça serait vraiment très très bien. En H1 on commence à avoir une divergence. Regardez, tac, on est en extension. Ah non, c'est pas une divergence. Vous voyez que on a une flèche bon qui est flat, on va dire, qui est à plat. Elle est très très légèrement haussière. Ouais, 76-11, 76-26. Donc, on n'a pas une divergence, mais on a en vrai un momentum qui s'aplatit et un prix qui a augmenté. Euh, donc, euh, donc voilà, l'euro GBP à surveiller de très près dès le début de semaine prochaine parce que ça pourrait être un trade intéressant à vendre. En plus, regardez, euro GBP, et quand on fait l'analyse de l'euro dollar et de l'euro et du GBP USD, euro dollar, certes sur support, mais il n'y a pas de div. Par contre, GBP sur support, enfin arrive sur support et en plus divergence. Pardon, sur du journalier, divergence. Donc voilà, le GBP USD concrètement, il a quelque chose en plus que l'euro dollar. Il a quelque chose que l'euro dollar n'a pas. C'est la divergence. Et ça peut faire une grosse différence. Parce que pour le moment, on a un momentum qui est haussier. Le GBP, il y a un momentum qui est haussier également. Par contre, le prix ici est baissier. Et le prix ici, il est flat. Donc, voilà. L'euro GBP pourrait être à vendre dès la semaine prochaine, mais encore une fois, attendons les signaux. Vous voyez, si on regarde auparavant, donc là on pouvait pas vendre à ce moment-là parce que c'était les deux points qui ont été utilisés pour former ce canal. Par contre ici, on avait un emplacement du momentum et regardons d'un peu plus près ce qui s'était passé. Donc c'était à ce moment-là. Voilà, belle div. C'est exactement ce à quoi on peut s'attendre. Regardez. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il marque des sommets de plus en plus hauts. Et là, le RSI de plus en plus bas. Et vous voyez l'importance d'attendre le franchissement de 50. Parce qu'il y en a certains qui auraient pu vendre à ce moment-là. Ils se sont dit, bon, le RSI est sorti de sa zone de surachat, on le vend. Et au final, hop, le stop est touché parce que je pense que si on met une position vendeuse ici, on met le stop au-dessus du précédent plus haut. Et là, vous voyez, on s'est fait chasser bêtement alors que c'était une divergence. Donc, attendre vraiment que RSI et prix convergent en la même direction.
RSI et prix. C'est important que le momentum converge avec le prix. Et vice versa. Donc, l'idéal, ce serait qu'on ait une divergence et que ce soit à ce moment-là, précisément, donc, voilà, ça, précisément à ce moment-là qu'on pouvait passer à la vente. Et c'est exactement la même chose que je m'attends pour la semaine prochaine. Alors, ça a duré combien de temps? Donc, du 2 mars au 9 mars. Donc, oui, voilà, une semaine, vous voyez. Une semaine, le temps de faire cette divergence et la valider. Donc, entre à peu près une semaine, ça va pas se faire en un jour. Mais voilà, c'est globalement la même chose que j'espère connaître. Est-ce que EuroGBP est dans la catégorie des paires majeures et pourrais-tu faire un rappel de la liste des paires majeures par opposition aux paires mineures, croisées ou exotiques? Oui, très bien. Alors, je vais commencer par l'opposé. Paires exotiques, bon, c'est pas du tout ma spécialité. Paires exotiques, je les regarde très rarement. Parmi lesquelles il y a le Tsar. Euh, on a on a le MXN, le pesos mexicain. En fait, ça va être tous les devises qui ne sont pas majeures. Paires majeures, c'est tous les devises majeures face au dollar. Donc l'euro GBP n'est pas une paire majeure. L'euro GBP est une paire croisée. Donc quelles sont les devises majeures? Devises majeures, c'est dollar, euro, GBP, AUD, CAD, yen, CHF. Il y en a 7. Il y a 7 paires majeures. Donc je redis, USD, euro, GBP, CHF, yen, AUD, NZD, CAD, pardon, 8, excusez-moi. USD, euro, CHF, GBP, yen, AUD, CAD, NZD. Il y en a 8, excusez-moi. Donc il y a 8 devises majeures. Avec ces 8 devises majeures, on peut faire des paires qui sont croisées. Et donc on a des paires croisées, on en a 48. Le reste, tout ce qui est tsar, euh, la monnaie chinoise n'est pas une paire majeure. C'est pas encore, la monnaie chinoise n'est pas une devise majeure pour le moment. Elle n'est pas catégorisée dans le forex comme une devise majeure. Et ensuite, on a donc, nous avons donc les paires majeures qui sont l'euro face au dollar, le GBP face au dollar, l'AUD face au dollar, le NZD face au dollar, le CAD face au dollar, le yen face au dollar, etc., etc. Donc, c'est les devises majeures face au dollar. Et donc là où il y a le plus de liquidité, bien évidemment, c'est là où il y a les paires majeures, ensuite les paires croisées et ensuite les paires exotiques. Voilà, donc en tout cas l'euro GBP, bon par contre l'euro GBP c'est une devise qui est extrêmement liquide également. C'est une devise, une paire extrêmement liquide. Pour avoir un signe de la liquidité, alors c'est pas tout le temps le cas, c'est pas tout le temps le cas. Donc vous allez donc sur IG, enfin sur IG ou sur un autre, ça dépend de votre broker, hein, mais mais voilà, vous allez sur Forex. Euh, alors où est-ce que c'est? Forex en temps réel. Alors normalement il y avait tarification sur Forex. Voilà, donc Forex Spread, Price complexe des spreads. Voilà, vous avez donc mineur, océanique, scandinave, exotique, etc., etc. Donc là, vous avez toute la liste. Et en fait, généralement, alors c'est pas tout le temps le cas encore une fois, hein, mais vous pouvez avoir un ordre d'idée de la liquidité selon le spread. Plus un produit est liquide, plus il est échangé, et donc plus, on va dire, moins le spread est grand. C'est pas tout le temps le cas encore une fois. C'est pas parce que, voilà, on a, par exemple, l'euro JBP et je ne sais pas moi. Ouais, si ça se joue à quelques pips près, ça ne veut pas dire que le RGB va être plus liquide que par exemple, je ne sais pas, là on n'a pas voilà, que le GBP USD. Mais vous voyez que le RGBP a un spread plus petit et le RGBP c'est une paire extrêmement échangée parce que c'est pour le commerce également entre la zone euro et la livre et le Royaume-Uni. Il faut savoir que la zone euro est le premier partenaire économique du Royaume-Uni. Donc forcément tous les échanges entre ces deux régions se font sur le RGBP. Voilà, donc
avec le spread, vous avez un ordre d'idée des produits les plus volatiles et les plus liquides. Voilà, il y a deux notions, volatilité et liquidité, un petit peu dans le spread. On va dire, vous pouvez avoir un ordre d'idée sur la volatilité et la liquidité grâce au spread. Mais bon, encore une fois, c'est pas une règle qui est à prendre vraiment au universel. Hein. C'est pas parce que l'AUD-USD a un spread plus faible que par exemple que l'euro GBP que vous allez payer forcément que la liquidité est forcément plus importante sur l'AUD que sur l'euro GBP. Couverture, non. Alors, non, pas forcément. Non, non, rien à voir. Enfin, rien à voir. C'est pas, c'est pas le cas. Bah, donc, je vais vous envoyer ce lien. Simplement, au moins, vous avez la liste paires majeures, mineures, océaniques, exotiques, émergentes, voilà. Émergentes, ouais, il y en a un tas, honnêtement, hein, du nombre de devises, hein, c'est, voilà. Il y en a vraiment énormément. Euh, donc voilà, c'est intéressant en tout cas. Je vous envoie cette liste, comme ça, vous les avez. On passe aux indices. On passe aux indices boursiers. Donc, marché européen couvre à la hausse. Gros gap haussier, regardez. Gros gap haussier, forcément. Alors, c'est pas, c'est pas unique le fait qu'on ait eu un accord sur l'immigration qui permet la hausse de l'euro. Mais en fait, en poussant la réflexion un peu plus loin, on a eu un accord sur l'euro, on a eu un accord sur l'immigration, et donc, la pression, les doutes sur Angela Merkel sont clairement atténués. Il y a plus vraiment de risque que le CSU, l'allié d'Angela Merkel, s'oppose à son gouvernement. Donc, ça relâche la pression. Et si on regarde les spreads obligataires en zone euro, je suis presque persuadé qu'ils se resserrent dorénavant. Voilà, baisse du spread entre l'Italie et entre Italie et Allemagne, entre France et Allemagne. Oula. Alors, il doit y avoir un problème de cotation là. Bon, on va regarder l'Espagne de toute façon. Hein. Voilà, Espagne, pareil. Qu'est-ce qu'on a? On a un spread qui, bon là, en l'occurrence, ce matin, il n'a pas l'air de beaucoup bouger. On est au début des cotations, mais on peut voir qu'il s'oriente à la baisse. Donc on a des spreads périphériques au Bund qui se resserrent à nouveau, ce qui est bon pour la zone euro. Plus les spreads en zone euro, plus les spreads obligataires de la zone euro se réduisent et plus l'euro a des chances de progresser. Donc Eurostox, ouverture haussière, 3400 points, voilà, support, niveau de support majeur. Hein. J'ai écrit un article sur l'Eurostox hier. Voilà, donc là, on a un puissant rebond. On va probablement, peut-être, avoir le retour jusqu'en haut du canal. On a le Brent qui est haussier, l'euro qui est haussier, mais qui est mis en second plan parce qu'on a toute cette tension politique qui est maintenant pas éclipsée, mais presque. Donc, voilà, c'est bénéfique pour les indices européens. Donc Eurostoxx, ouverture haussière, et la résistance à court terme est à 3426 points. Il faut faire attention à l'euro parce que bon, forcément l'euro progresse également pour les mêmes raisons que les marchés actions, mais à terme, si l'euro continue à progresser, ça fera pression sur les indices. Donc faut pas non plus qu'il progresse trop, cet euro. Le CAC, pareil, ouverture avec un gap haussier, on avait une divergence haussière, le RSI qui teste 50, qui flirte avec 50, regardez la divergence, les creux de plus en plus haut, les creux de plus en plus bas, tout comme sur l'Eurostoxx. C'est un petit peu plus petit, mais on a des creux de plus en plus haut, des creux de plus en plus bas. Sur le DAX, c'est pareil, divergence. Toutefois, vous noterez que le RSI n'a toujours pas dépassé 50. Le RSI 4 heures n'a pas dépassé 50. On est en fin de semaine, en fin de trimestre et en fin de semestre. Donc ça fait quand même pas mal de clôture ce soir. Donc ne prenons pas honnêtement, même en swing, ne prenons pas de position en ce fin de mois et en ce fin de semestre. Donc restons simples observateurs. Maintenant, comme d'habitude, un point pivot en intraday. Donc point
point pivot en 15 minutes. Nous sommes sur le DAX. Ouverture au-dessus du point pivot. On est au R1. Il y a des chances que le prix vienne chercher le R2. Le CAC, ouverture au-dessus du pivot également, parce qu'on a eu le gap, au-dessus du R1. Donc il y a des chances qu'on vienne chercher le R2, 5379. En tout cas, c'est l'objectif, le premier objectif intraday. Et au niveau de l'or, donc l'or rebondit, hein, il rebondit sur les 1150. Là, on est sur un niveau de support important. Alors, je sais que j'ai déjà dit avant, parce qu'on avait une oblique que je vais retracer pour que tout le monde la voit. On avait cette oblique là. Mais là, en l'occurrence, donc celle-ci a été franchie, elle avait que 2 points de contact. Celle-ci également, mais elle vient chercher tous les points bas. Elle vient chercher tous les points bas depuis ce bull market en fait. Voilà, donc c'est un niveau de support majeur. C'est également les 1250 $. C'est un seuil psychologique. On est le RSI en bas de ce canal de momentum. Donc les niveaux de support quand même s'accumulent. Au niveau du graphique H4, on a une divergence. On a une divergence haussière. Divergence haussière. Par contre, le RSI n'a toujours pas franchi 50. Le prix n'a toujours pas dépassé sa moyenne mobile à 20 jours. Donc on reste quand même à un niveau de prix, oui, très très bas. Je pense que les stratégies peuvent se mettre en place, mais avec un faible risque, étant donné qu'on n'a pas de signaux. Donc c'est concrètement du contre-tendance. Là, c'est la spéculation sur un rebond. Je pense qu'il y aura un rebond parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, on a une divergence, on a en plus un niveau de support extrêmement important. Donc on aura très probablement un rebond qui se fera jusqu'à 1262 $. Maintenant, pour rentrer en toute sereineté, faudrait que le RSI valide, enfin, franchisse les 50. Comme ça permettrait de valider cette divergence, parce que divergence en soi, on peut en trouver un peu partout, mais une divergence, puis ensuite franchissement de 50 du RSI, c'est beaucoup moins souvent. Donc voilà, si déjà on a le RSI 4 heures de l'or qui franchit 50 après cette divergence, ça sera un signal aussi suffisant pour passer long. Maintenant, pour ceux qui se posent la question, est-ce que on achète les 1150? Encore une fois, c'est risqué parce qu'on n'a pas encore de signaux d'achat, mais d'un point de vue spéculation, ça se justifie parce que voilà, on est quand même sur un niveau de support extrêmement important aujourd'hui. Bonjour Valentin, peu en M30, puis-je avoir votre avis Catherine? Alors oui, bien sûr, un bonjour à vous, ma chère Catherine, j'espère que vous allez bien. Et donc en 30 minutes, pareil, là on a une divergence. On a une divergence et donc en 30 minutes, tac tac, donc 1250, on voit que c'est un niveau de support qui est testé. En plus on a un biseau. Voilà, biseau descendant, un biseau c'est une figure de retournement. D'ailleurs même, attendez, on va enlever tout ça. Voilà le biseau, on va retracer en violet. Non. Donc biseau, divergence, ça commence à faire beaucoup, en plus au support. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi le cap, pour moi la semaine prochaine, il est haussier jusqu'à 1162 $. Vu, compte tenu du fait que Dixie a pas réussi à franchir les 95 points une nouvelle fois, eh bien, ça me laisse à penser que le dollar pourrait continuer à reculer début de semaine prochaine. Donc affaire à suivre, mais l'or du coup, moi j'ai plutôt un cap haussier jusqu'à 1260 vraiment sur du très court terme, 10 $. Et voilà. En spéculant sur le fait que le RSI est survendu en bas de son canal de momentum et que le prix est sur deux puissants niveaux de support, un seuil psychologique et une oblique haussière qui a achevé le pan bas 2015 et de 2017. Donc pour certains ce sera suffisant, pour d'autres ça ne sera pas le cas, mais voilà, j'anticipe un petit rebond au moins sur ce support. Vous voyez, à chaque fois chaque fois, non pas à chaque fois, mais généralement 1150, rebond, ici rebond et ensuite on a une nouvelle baisse. En tout cas on a eu le petit rebond et c'est ce petit rebond que au moins j'anticipe. 1150, hop,
cassure, échec, retour à la baisse et ensuite retour dans le sens de la tendance. 1250, consolidation, petite baisse de quoi? De 10 dollars et ensuite reprise de tendance. Ici, échec, baisse. Les seuils psychologiques sont extrêmement importants sur les matières premières. Voilà des 1160, 1200, 1150, 1300. 1200 support, 1150 support résistance, c'est un pivot, 1300 niveau de résistance, vous voyez à quelques points près, 1350 résistance ici, depuis le début de l'année. Donc voilà, 1150, il y aura une réaction. Il y aura des stratégies acheteuses. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un renversement de la tendance? C'est ça la question. Pour le moment, c'est encore beaucoup trop tôt. C'est pour ça que j'anticipe un rebond que d'une dizaine de dollars. Pour vraiment s'attendre, pour dire qu'on a un retournement de tendance, il faudrait que le prix, vous voyez, clôture, franchit cette oblique, qui va chercher tous les points hauts de cette tendance baissière. Si on a le prix qui dépasse la moyenne mobile à 20 jours plus cette oblique, ça sera un signal haussier. Et vous voyez qu'on a encore le temps. Et pour le pétrole, je vais terminer avec le pétrole, donc haussier, soutenu par plusieurs facteurs, mais en clair, ce qu'on devait les résumer, c'est incertitude sur l'approvisionnement. Voilà, incertitude sur l'approvisionnement au Canada, en Iran, en Libye, potentiellement au Venezuela. Et du coup, ça compense, et ça même, la décision de l'OPEP, ne permet pas de contrecarrer ces baisses d'approvisionnement potentielles en Libye, au Canada, en Iran. Et donc forcément, le marché spécule et se réadapte. C'est pour ça qu'on a eu cette hausse. Et en plus de cela, on a eu une baisse des stocks aux États-Unis la semaine dernière. Donc voilà, les incertitudes persistent et c'est ce canal haussier matérialise. Et donc voilà, à chaque retour en bas du canal, c'est l'opportunité de mettre en place une stratégie acheteuse. Et pour le brut, on n'a pas aucun signal, tout comme le Brent. Pour le moment, je vois pas ce qu'on peut faire, mis à part se positionner dans le sens de la tendance qui est haussière. Voilà, écoutez, donc si je devais globalement résumer, soir, je vous rappelle, on a clôture mensuelle, trimestrielle et semestrielle. Donc faites attention, ça pourrait être volatile en fin de séance américaine et lundi. Donc voilà, prudence. Pourquoi ces incertitudes d'approvisionnement? Et alors, Canada, on a eu une station, une plateforme d'extraction qui a eu un accident et qui empêche l'extraction de 300 000 barils par jour jusqu'à normalement fin juillet. Ensuite, nous avons en Iran le fait que les États-Unis invitent tous ses partenaires à ne plus acheter de pétrole iranien à partir du 4 novembre. Donc c'est 3 millions de barils qui seront demandés, qui pourront pas être exportés. Si, bien évidemment, les partenaires économiques respectent cet accord. Mais bon, il y a fort à parier qui respectent cet accord pour vraiment ne pas créer de tension avec les États-Unis. Par rapport avec l'Inde, on le voit, hier qui a indiqué qu'elle allait arrêter ses importations de pétrole iranien. Il faut savoir que l'Iran, c'est le deuxième, que l'Inde, c'est le deuxième client de l'Iran après l'Europe. L'Europe importe 800 000 barils par jour de pétrole iranien. Donc il y a que l'Europe qui pourrait s'opposer à la décision américaine. Mais sinon, il y a fort à parier que les autres pays respectent les États-Unis parce qu'ils ne seront pas assez forts. Donc, à contraire, il y a fort à parier que l'administration américaine sanctionne ces pays en bloquant ou en taxant des produits. Donc voilà, je pense que la plupart des pays, en tout cas, vont s'accorder avec la décision américaine. Et donc, il y a 3 millions, il y a à peu près 1,5 million de barils par jour qui sont en suspens. En plus, là, on a en Libye. C'est-à-dire qu'en Libye, on a le gouvernement officiel et on a des rebelles. Les rebelles qui gèrent l'est de la Libye, dont 2 ports pétroliers sont présents. L'activité pour le moment continue, mais s'il y a des tensions entre le gouvernement et les rebelles, c'est pas impossible qu'on ait un arrêt
de l'activité pétrolière dans l'est de la Libye, ce qui menace environ 600 000, il me semble, à peu près 600 000 barils ou 400, je me souviens plus exactement, mais bref, à peu près 500 000 barils par jour. Donc voilà, on a quand même pas mal d'incertitudes. Et le Venezuela, donc vous savez que le Venezuela est dans une crise majeure depuis maintenant, crise économique majeure depuis maintenant pas mal de temps. Et bon, bah, ce qui menace forcément les investissements et donc l'activité pétrolière. Parce que l'activité pétrolière a besoin d'investissement, a besoin de capitaux. Voilà donc pour ces incertitudes. Donc merci pour votre attention. Alors Catherine qui nous dit, je suis toujours content de vous retrouver, de vous entendre. Merci beaucoup pour vos analyses. Passez un bon week-end. Écoutez, merci Catherine. Moi, je suis très content de vous retrouver de toute façon tous les jours. Ça fait plaisir de partager ces informations et puis d'interagir avec vous parce que c'est vraiment le plus intéressant pour moi. C'est vraiment d'échanger, hein, d'avoir cette fenêtre de chat. C'est le plus important pour moi. Donc voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end. Vous pouvez retrouver dans 45 minutes sur Nizar pour son webinaire. Et sinon, eh bien, écoutez, moi je vous dis à lundi prochain. Et soyez prudents sur les marchés. Et profitez bien de votre week-end.